Imaginez un instant. Il est 3 heures du matin. La maison est parfaitement silencieuse. Tout le monde dort. Et quelque part, dans une chambre ordinaire, dans un lit ordinaire, un cœur qui battait depuis 70 ans décide de s'arrêter. Sans bruit. Sans cri. Sans le moindre signe avant-coureur. Le matin arrive, et c'est un proche qui découvre ce qui s'est passé. On dit alors que c'est arrivé dans le sommeil, comme si le sommeil lui-même était la cause. Comme si mourir la nuit était simplement une fatalité, un événement qu'on ne peut ni comprendre ni prévenir. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais aussi simple. Derrière chaque mort subite nocturne, il y a un mécanisme précis. Il y a une chaîne d'événements qui s'est mise en place bien avant cette nuit-là. Et ce qui rend ces causes si dangereuses, c'est justement qu'elles ne se manifestent presque jamais de façon évidente. Elles avancent en silence. Elles s'installent pendant des mois, parfois des années, sans que personne ne les soupçonne. Et pourtant, si on savait où regarder, si on comprenait ce qui se passe réellement dans le corps pendant la nuit, on pourrait agir bien plus tôt. Vous méritez de comprendre ce qui se passe réellement. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ne vient pas d'un article lu en diagonale. C'est le fruit de milliers d'observations cliniques, de conversations avec des familles qui cherchaient des réponses, et d'une réalité que trop peu de gens connaissent. La mort subite nocturne n'est pas un mystère impénétrable. C'est un phénomène qui a des causes identifiables. Et la plupart de ces causes sont liées à des processus que le corps subit chaque nuit, dans le silence le plus total, sans que la personne concernée ne ressente quoi que ce soit d'anormal. Pour comprendre ce qui peut mal tourner pendant la nuit, il faut d'abord accepter une idée qui dérange. Le sommeil n'est pas un état de repos passif. Le corps ne se met pas simplement en veille comme un appareil électronique. Au contraire, la nuit est un moment d'activité intense pour certains systèmes vitaux. Le cœur continue de battre, mais son rythme change. La pression artérielle fluctue. Le système nerveux autonome bascule entre deux modes de fonctionnement. Les voies respiratoires se relâchent. Et c'est précisément dans ces transitions, dans ces ajustements automatiques, que les choses peuvent déraper. Pensez au corps comme à un réseau électrique complexe. Pendant la journée, tout fonctionne avec une certaine tension, une certaine charge. Les circuits sont actifs, les signaux circulent, les protections sont en place. Mais la nuit, ce réseau bascule en mode différent. Certains circuits ralentissent. D'autres s'activent. Et si quelque part dans ce réseau, il y a un câble fragilisé, une connexion abîmée, un fusible qui tient à peine, c'est souvent pendant cette transition nocturne que la panne survient. La première cause cachée dont personne ne parle assez concerne les arythmies silencieuses. Ce sont des irrégularités du rythme cardiaque qui peuvent exister pendant des années sans provoquer le moindre symptôme perceptible. Pas de palpitations. Pas d'essoufflement. Pas de douleur. La personne se sent parfaitement normale. Elle fait ses activités quotidiennes, elle marche, elle mange, elle dort, et pendant tout ce temps, son cœur présente des épisodes d'irrégularité qui passent complètement inaperçus. Le problème, c'est que pendant la nuit, quand le rythme cardiaque ralentit naturellement, ces arythmies peuvent devenir critiques. Un cœur qui bat à 55 battements par minute pendant le sommeil profond est vulnérable d'une manière qu'il ne l'est pas quand il bat à 75 battements pendant la journée. Les pauses entre les battements s'allongent. Et si une arythmie survient à ce moment précis, le cœur peut entrer dans un rythme chaotique dont il ne parvient pas à sortir. Pas de symptômes ne signifie pas de changement. C'est une phrase que je voudrais que chaque personne retienne. L'absence de douleur ne signifie pas l'absence de danger. Il y avait un homme, appelons-le Maurice, 68 ans, retraité, ancien ingénieur. Maurice marchait tous les jours. Il faisait attention à ce qu'il mangeait. Il ne fumait plus depuis 20 ans. Ses analyses de sang étaient correctes. Son médecin lui disait que tout allait bien. Et Maurice le croyait, parce qu'il se sentait bien. Il dormait bien. Il n'avait aucune plainte particulière. Un matin, sa femme s'est réveillée et Maurice ne respirait plus. L'autopsie a révélé une cardiomyopathie hypertrophique légère, une condition dans laquelle le muscle cardiaque s'épaissit progressivement. Personne ne l'avait détecté parce que Maurice n'avait jamais eu de symptômes suffisamment alarmants pour justifier des examens approfondis. Son cœur avait fonctionné pendant des années avec cette anomalie structurelle, compensant, s'adaptant, jusqu'à cette nuit où la compensation n'a plus suffi. Ce qui est troublant dans l'histoire de Maurice, c'est qu'elle n'est pas exceptionnelle. Des milliers de personnes vivent avec des anomalies cardiaques structurelles ou électriques sans le savoir.
Et c'est là qu'intervient la deuxième cause cachée, celle qui concerne le système nerveux autonome. Ce système, dont on parle rarement en dehors des cercles médicaux, est pourtant le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans le corps sans intervention consciente. Il régule le rythme cardiaque, la respiration, la digestion, la pression artérielle. Il fonctionne en deux branches. L'une accélère les choses, l'autre les ralentit. Pendant la nuit, c'est la branche qui ralentit qui prend le dessus. C'est normal. C'est même souhaitable. Mais chez certaines personnes, cette bascule est trop brutale. Le ralentissement est excessif. Le cœur bat trop lentement. La pression artérielle chute trop bas. Et dans ces conditions, le cerveau peut manquer momentanément d'oxygène, ou le cœur peut recevoir un signal contradictoire qui déclenche une arythmie fatale. Ce dysfonctionnement du système nerveux autonome est souvent aggravé par des facteurs que personne ne soupçonne. Le stress chronique, par exemple. On pense souvent que le stress est un problème de la journée, quelque chose qui disparaît quand on se couche. Mais le stress ne s'éteint pas avec la lumière. Il continue de travailler dans le corps pendant la nuit. Les hormones de stress, le cortisol en particulier, suivent un cycle qui peut être profondément perturbé chez les personnes soumises à un stress prolongé. Et quand ce cycle est perturbé, les mécanismes de protection nocturne du cœur sont affaiblis. Le corps entre dans la nuit avec un système nerveux déjà en état d'alerte, et cette tension invisible peut créer les conditions d'un événement cardiaque. La troisième cause cachée est peut-être la plus sournoise, parce qu'elle concerne quelque chose que tout le monde fait chaque nuit sans y penser. Respirer. Plus précisément, le problème survient quand la respiration s'interrompt de façon répétée pendant le sommeil. On appelle cela l'apnée du sommeil, et bien que ce terme soit de plus en plus connu, la gravité réelle de cette condition reste largement sous-estimée. La plupart des gens pensent que l'apnée du sommeil, c'est simplement ronfler fort. Ils imaginent que c'est un désagrément, pas un danger. Mais voici ce qui se passe réellement. Pendant un épisode d'apnée, les voies respiratoires se ferment partiellement ou complètement. L'air ne passe plus. Le taux d'oxygène dans le sang chute. Le cœur, privé d'oxygène, doit travailler plus fort. Le système nerveux envoie un signal d'urgence qui provoque un micro-réveil, souvent si bref que la personne ne s'en souvient pas le matin. Ce cycle se répète des dizaines, parfois des centaines de fois par nuit. Chaque épisode est comme une petite secousse imposée au système cardiovasculaire. Et après des mois ou des années de ces secousses répétées, le cœur et les vaisseaux sanguins s'usent d'une manière qui n'apparaît sur aucun examen de routine. Ce qui rend l'apnée du sommeil particulièrement dangereuse pour la mort subite nocturne, c'est le moment où elle frappe le plus fort. Les études montrent que les épisodes d'apnée les plus sévères se concentrent souvent dans la deuxième moitié de la nuit, pendant les phases de sommeil paradoxal. C'est aussi le moment où le système nerveux est le plus instable, où le cœur est le plus vulnérable aux arythmies. La combinaison d'une chute brutale d'oxygène et d'une instabilité électrique cardiaque crée une fenêtre de danger que la plupart des gens traversent chaque nuit sans le savoir. Passons maintenant à quelque chose de moins évident, mais tout aussi important. La quatrième cause cachée concerne les déséquilibres électrolytiques. Ce terme peut sembler technique, mais le concept est simple. Le cœur fonctionne grâce à des signaux électriques, et ces signaux dépendent de minéraux présents dans le sang, principalement le potassium, le magnésium, le calcium et le sodium. Quand les niveaux de ces minéraux sont perturbés, même légèrement, les signaux électriques du cœur peuvent devenir irréguliers. Et cette perturbation est plus fréquente qu'on ne le croit. Elle peut survenir à cause de médicaments courants, notamment certains diurétiques prescrits pour la tension artérielle. Elle peut aussi résulter d'une hydratation insuffisante, d'une alimentation déséquilibrée, ou de troubles rénaux légers qui passent inaperçus. Pendant la journée, le corps compense souvent ces déséquilibres. Il s'ajuste. Il corrige. Mais la nuit, quand l'activité métabolique ralentit, quand la personne ne boit pas d'eau pendant 6 ou 8 heures, ces déséquilibres peuvent atteindre un seuil critique. Un taux de potassium trop bas ou trop élevé pendant les heures les plus profondes du sommeil peut déclencher une arythmie potentiellement fatale chez une personne qui, quelques heures plus tôt, se sentait en parfaite santé. Il y a une femme, Geneviève, 74 ans, qui illustre parfaitement ce mécanisme. Geneviève prenait un traitement pour l'hypertension depuis des années. Elle suivait son traitement à la lettre. Elle voyait son médecin régulièrement. Tout semblait sous contrôle. Mais personne n'avait vérifié ses niveaux de magnésium depuis longtemps. Le magnésium est un minéral dont on parle peu, mais qui joue un rôle essentiel dans la stabilité du rythme cardiaque.
Geneviève avait des niveaux légèrement bas depuis probablement plusieurs années, en partie à cause de son traitement diurétique, en partie à cause de son alimentation. Elle n'avait aucun symptôme évident. Peut-être une fatigue qu'elle attribuait à l'âge. Peut-être des crampes occasionnelles qu'elle ne mentionnait même pas à son médecin. Une nuit, Geneviève a fait un épisode d'arythmie sévère. Elle a eu de la chance. Son mari, réveillé par un bruit inhabituel, a appelé les secours à temps. Mais ce qui a frappé les médecins urgentistes, c'est à quel point la cause était simple et à quel point elle aurait pu être détectée plus tôt. La cinquième cause cachée est celle qui me préoccupe le plus, parce qu'elle touche à quelque chose de très courant et de très mal compris. Il s'agit de l'inflammation chronique de bas grade. Ce type d'inflammation n'est pas celui que vous ressentez quand vous vous coupez le doigt ou quand vous avez mal à la gorge. C'est une inflammation discrète, diffuse, qui circule dans le système vasculaire sans provoquer de douleur, sans causer de fièvre, sans déclencher aucun signal d'alarme perceptible. Elle est alimentée par de nombreux facteurs, le surpoids abdominal, le manque de sommeil réparateur, une alimentation trop riche en aliments transformés, le stress chronique, la sédentarité. Cette inflammation agit comme une érosion lente sur les parois des artères. Elle fragilise les plaques d'athérome, ces dépôts graisseux qui se forment progressivement dans les artères coronaires. Et c'est là que le danger nocturne intervient. Pendant la nuit, les changements de pression artérielle, les variations du rythme cardiaque et les fluctuations hormonales peuvent créer les conditions pour qu'une plaque fragilisée se rompe. Quand une plaque se rompt, un caillot se forme. Et si ce caillot bloque une artère coronaire, c'est l'infarctus. Silencieux. Dans le sommeil. Sans que la personne ait jamais ressenti le moindre signe. Ce qui relie toutes ces causes, c'est leur caractère invisible. Aucune d'entre elles ne se manifeste de façon spectaculaire. Aucune ne provoque une douleur aiguë qui pousse à consulter en urgence. Elles s'installent progressivement, elles coexistent parfois chez la même personne, et elles se renforcent mutuellement. Une personne qui a une apnée du sommeil non diagnostiquée, un léger déséquilibre électrolytique, et une inflammation chronique de bas grade se trouve dans une situation de risque considérablement plus élevée que ce que suggèrent ces examens de routine. Parce que les examens de routine ne cherchent pas ces choses-là. Ils vérifient les grands indicateurs, la tension, le cholestérol, la glycémie, et si ces chiffres sont dans les limites acceptables, on considère que tout va bien. Mais tout ne va pas forcément bien. Il y a des habitudes quotidiennes qui, sans que nous en soyons conscients, modifient notre risque nocturne. Ce que nous mangeons le soir, par exemple. Un repas tardif et copieux sollicite le système digestif pendant les premières heures de sommeil, ce qui peut interférer avec les ajustements cardiovasculaires normaux de la nuit. La position dans laquelle nous dormons. Dormir sur le dos aggrave l'apnée du sommeil chez la plupart des personnes concernées. Le niveau d'activité physique de la journée. Une journée entière passée assis modifie la façon dont le sang circule pendant la nuit. Et puis il y a le stress de fin de journée, les écrans, les informations anxiogènes consommées juste avant de se coucher, qui maintiennent le système nerveux en état d'alerte au moment même où il devrait basculer vers le calme. Ce que nous pouvons faire ne relève pas de mesures extraordinaires. Il ne s'agit pas de transformer radicalement sa vie du jour au lendemain. Il s'agit d'abord de prendre conscience que la nuit n'est pas un moment neutre pour le corps. C'est un moment de vulnérabilité, et cette vulnérabilité peut être réduite par des gestes simples. Observer son sommeil. Être attentif aux signes que le corps envoie, même les plus discrets. Une fatigue inexpliquée malgré une nuit complète de sommeil. Des réveils fréquents sans raison apparente. Une sensation d'essoufflement en se couchant. Des crampes nocturnes. Ce ne sont pas des banalités liées à l'âge. Ce sont parfois des indices que quelque chose mérite d'être exploré. Parler à son médecin différemment aussi. Ne pas se contenter de dire que tout va bien parce qu'on ne ressent rien de particulier. Poser des questions. Demander si un Holter cardiaque, un enregistrement du rythme cardiaque sur 24 heures, pourrait être utile. Demander si un dépistage de l'apnée du sommeil serait pertinent, surtout si un proche a remarqué des ronflements importants ou des pauses respiratoires. Demander si les niveaux de magnésium et de potassium ont été vérifiés récemment, en particulier si on prend un traitement pour la tension. Il est aussi utile de repenser la fin de journée comme une préparation du corps à la nuit. Manger plus léger le soir, au moins 3 heures avant de se coucher. Réduire les stimulations avant le sommeil. Marcher un peu après le dîner. Dormir dans une position qui facilite la respiration. Ce sont des ajustements modestes, mais ils agissent directement sur les mécanismes que nous avons explorés ensemble.
Ce que je voudrais que vous reteniez de tout cela, ce n'est pas la peur. La peur n'est jamais un bon guide pour la santé. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le corps parle, même quand il chuchote. Et que les événements les plus graves sont rarement ceux qui arrivent sans prévenir. Ils arrivent parce que les avertissements étaient trop discrets pour être entendus, ou parce que personne ne savait quoi écouter. Maintenant, vous savez quoi écouter. Vous connaissez les mécanismes. Vous comprenez pourquoi la nuit est un moment particulier pour le cœur et pour le corps tout entier. Et cette compréhension, à elle seule, change déjà quelque chose. Elle vous donne la possibilité de poser les bonnes questions, de faire les bons choix, et de prendre soin de vous d'une manière plus éclairée. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parce que parfois, l'information qui sauve une vie arrive par une conversation ordinaire, un lien envoyé un mardi soir, un message qui dit simplement « Regarde ça », je pense que ça pourrait t'intéresser. C'est peut-être le geste le plus important que vous ferez aujourd'hui.